Nous voici enfin au terme d'un procès qui restera très certainement dans les mentalités, sinon dans l'histoire. Je parle du procès qui oppose l'acteur Johnny Depp à l'actrice Amber Heard et qui voit cette dernière verser 15 millions de dollars en réparation à Johnny Depp. Au départ de cette affaire, j'avoue que je ne suivais les évolutions du procès que de très loin. Il faut dire que c'est une affaire riche en témoins et que de longues heures de procès étaient impossibles à suivre de bout en bout. Il faut dire aussi que je ne suis pas particulièrement porté sur les potins de stars et que savoir le détail de la vie de tel ou tel acteur ne m'intéresse en moyenne qu'assez peu. Ce sont des gens de mon serveur Discord en premier qui ont attiré mon attention sur ce qui se passait. J'ai vu quelques extraits phares du procès, comme l'analyse psychologique de Amber Heard, qui est d'utilité publique, si vous voulez comprendre les personnalités borderline. J'ai vu quelques-unes des auditions de Depp ou de Heard. Peut-être pas toutes, mais suffisamment pour me faire une idée assez précise de l'ambiance générale du procès. Et si je crois que ce procès a été salutaire, c'est parce qu'il a fait tomber plusieurs mensonges relayés en boucle depuis bien trop longtemps. Mensonges que je vais vous résumer dans cette vidéo. Le premier mensonge que fait tomber ce procès public est que le couple constitué d'un homme diabolique et d'une femme angélique est une image d'Épinal bien plus qu'une réalité. Amber Heard nous a longtemps présenté l'affaire sous cette perspective, et plus on s'enfonce dans les détails, plus il est évident que les torts se partagent entre les deux époux. À l'hypothétique violence physique de Depp s'oppose l'avérée violence psychologique de Heard. Heard, consciemment ou non, à cause de sa personnalité borderline ou non, suscite la violence de Depp quand elle n'est pas elle-même violente. On a appris par exemple que le doigt de l'acteur avait été coupé par un tesson de bouteille lancé par Heard. Il apparaît clairement dans les pièces du procès qu'elle cherche à maintenir une tension et une agressivité permanente dans son couple, qu'elle l'empêche d'aller prendre l'air ou de se trouver un espace personnel. La première grande vérité de ce procès est que la violence physique, bien qu'inexcusable, n'apparaît que rarement complètement par hasard. La violence ne fait en réalité que donner un tour sordide à un couple déjà toxique. Elle apparaît comme le stade ultime d'une volonté d'autodestruction du couple. Je m'attends à ce qu'on déforme mon propos, donc je vais le clarifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il est légitime ou acceptable de frapper son conjoint. Je ne suis même pas en train de dire qu'il n'existe absolument aucune sorte d'ordure qui tape gratuitement sa femme. Ce que je dis en revanche, c'est qu'on ne peut pas réduire le spectre des violences conjugales à ce scénario. On ne doit pas, surtout pas, brouiller la frontière entre les couples toxiques qui dégénèrent et les couples où des ordures tapent gratuitement leurs femmes. Car les premiers sont infiniment plus nombreux que les seconds, d'une part, et il serait possible d'aider les premiers, d'autre part. Toute l'erreur de l'image d'Épinal est là, toute l'erreur du féminisme misandre est là. Dire que tous les hommes sont toxiques n'aide pas les femmes à choisir les hommes qui sont bons à leur égard. Or, ces hommes existent. Dire que les femmes ne peuvent jamais générer des comportements toxiques ne permet pas d'éviter des drames. C'est ce qu'on appelle pudiquement mettre la poussière sous le tapis. Ce n'est qu'en admettant que certains couples sont plus toxiques que d'autres, en admettant que chacun peut y avoir des torts, et en repérant les signaux de toxicité dans un couple, qu'on peut espérer prévenir des drames humains. Le deuxième mensonge que fait tomber ce procès est la maxime « Believe all women ». C'est devenu avec l'affaire MeToo le corollaire de toute nouvelle accusation de comportement déplacé, de harcèlement ou d'agression. Il fallait croire sur parole, sans examiner de preuves, sans même demander de preuves, car demander des preuves c'était déjà douter, et qu'il était désormais interdit de douter. L'affaire Depp et Heard rappelle au monde entier que le doute est toujours légitime, que regarder des preuves n'est jamais une perte de temps. Qu'en somme, il y a un temps et des manières à avoir avec une personne victime de traumatisme, mais qu'avant de détruire tout à fait la carrière et la vie de quelqu'un avec des accusations parmi les plus graves qui soient, on peut tout de même y regarder de plus près. Car les preuves de Amber Heard sont presque toutes à double tranchant. Oui, il y a des photos d'un visage apparemment rougi par des coups, mais les photos ont été retouchées et la saturation exagérée. Oui, on trouve des enregistrements d'un Johnny Depp titubant et à la voix empâtée, mais on trouve aussi des menaces assez explicites de la part de Heard. Oui, Heard présente Depp comme un mari violent, mais elle-même explique dans un audio qu'elle ne lui a pas mis un coup de poing, elle l'a juste tapé. Oui, Heard se prétend harcelée par les appels de Depp, mais elle lui envoie des dizaines de messages en l'espace de quelques heures quand il décide de prendre ses distances. Oui, Heard nous dit qu'elle avait peur pour sa vie à cause de la violence de Depp, mais elle lui offre un couteau pour son anniversaire, et ainsi de suite, la liste est très longue. Dans cette affaire, les preuves ne montrent pas du tout la même réalité que ce que nous présentait Amber Heard au sommet de l'époque MeToo. Peut-être d'ailleurs y a-t-il des preuves contre Depp, mais déjà nous sortons du narratif unique de la croyance aveugle dans la femme victime. Le troisième plus grand mensonge révélé par ce procès est la posture qu'a toujours utilisée Heard depuis le début. Heard a certes été victime de son conjoint, mais elle se présente aussi comme victime d'un système juridique injuste.
Elle reprend ainsi une rengaine qui a fait la fortune des féministes de MeToo. La justice est patriarcale et misogyne. Mais cette rengaine elle-même n'y croit pas, pour commencer. Je cite de mémoire ce qu'elle explique à Depp dans une dispute. « Vas-y, va leur dire que je suis violente, va trouver un tribunal et dis que tu es victime de violence, tu verras, personne ne te croira. » Cette déclaration, pour odieuse qu'elle puisse paraître, s'appuie bien sur un fond de vérité. Depp, d'ailleurs, a surtout insisté sur les mensonges de sa femme, plutôt que sur les coups. Les coups ne sont venus que tardivement dans l'exposé des faits. Dans un couple que chacun sait dysfonctionnel, baigné de drogues diverses et de mégapintes de vin, il apparaît qu'en dernier recours, c'est toujours l'homme qui a le moins de mal à se défendre, et donc que finalement, ses revendications à lui soient moins légitimes que celles de sa femme. Certes, pour qui a de la mémoire, cet a priori est hautement discutable, le souvenir de la cruelle Clytemnestre, de l'ambitieuse Agrippine ou de la fratricide marquise de Brinvilliers nous en soit témoin, mais de tous les stéréotypes tolérés sans questionnement, c'est celui qui a la vie la plus longue. Il se trouve donc que, contrairement à ce qui a toujours été affirmé par les féministes, la justice contemporaine occidentale tente en moyenne une oreille bienveillante à la souffrance féminine. Heard a essayé de nous faire croire que ce procès n'était pas une dispute publique d'un couple désuni, mais la lutte épique des femmes pour se faire entendre dans le monde. Jusque dans sa réaction au verdict, elle se place en représentante des droits des femmes, et elle place la décision qui la concerne, elle, comme un exemple de traitement représentatif du traitement des femmes dans le monde. En clair, ce n'est pas Amber Heard qui a perdu, ce sont les femmes du monde entier. Et Amber Heard n'a pas perdu parce qu'elle n'avait pas, par exemple, un dossier aussi solide que celui de Depp ou une avocate aussi talentueuse, mais parce que la justice est patriarcale. Je crois que ce procès a éventé cette astuce. Ce qui nous amène au mensonge suivant. On nous présente souvent les hommes comme toxiques et la masculinité comme toxique, mais la notion de toxicité féminine n'est que rarement évoquée. Ce procès était le procès de la toxicité féminine et en particulier du profil dit borderline. Les profils borderline sont suffisamment rares pour que vous n'en connaissiez probablement aucun autour de vous. On parle d'environ 1% de la population, dont les 2/3 sont des femmes. C'est à la fois trop pour qu'on n'en parle pas du tout et trop peu pour qu'on en tire des conclusions générales sur la population féminine, ce que malheureusement certaines personnes risquent de faire. On aurait tort de croire que les borderline peuvent se résumer à des figures capricieuses, dramatiques et hystériquement passionnées. Car les borderline ont aussi tendance à croire qu'elles peuvent rouler n'importe qui dans la farine, qu'elles peuvent réécrire l'histoire et utiliser les codes sociaux contre les gens qui ne trouvent pas grâce à leurs yeux. La personnalité borderline a une tendance à la mythomanie dès qu'elle est prise en défaut. Encore une fois, ce profil est plutôt rare, mais s'il est possible que par le passé des femmes n'aient pas dénoncé en justice des hommes dangereux, supprimer la charge de la preuve ou le processus juridique est un appel d'air pour toutes les formes de mythomanie. Il est difficile de trouver le bon point d'équilibre à l'échelle d'une société, mais nous sommes peut-être en train de finalement sortir de notre fascination collective pour le tribunal populaire de Twitter et les lynchages publics associés. Revenons brièvement au borderline. Ce procès a démontré de la manière la plus claire qui soit que certaines femmes sont effroyablement toxiques, prêtes à tous les mensonges, à tous les coups bas, à tous les racontards, à toutes les insinuations et à toutes les larmes de crocodile pour jouer tantôt la sainte, tantôt le martyr, tantôt l'amoureuse dévastée. Ce procès nous a montré une femme au double visage et à la double vie. Ce procès nous a rappelé que Lady Macbeth ou Thérèse d'Esquerroux n'étaient pas que des divagations littéraires et qu'elles, ou leurs inspirations faites de chair et d'os, couraient encore en liberté de par le monde. Le monde est bel et bien infiniment plus complexe que sa dichotomie publicitaire et spectaculaire. Et il existe bien, étonnamment concentrés dans les lieux de pouvoir, d'influence et d'argent, des créatures masculines comme féminines qui sont agressives, envieuses, cupides, menteuses, lâches et putrides. Toxiques, en somme. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a close You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you tough? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you start... You're such a baby! Grow the fuck up, You Johnny! start physical fights?
La dernière découverte de ce procès m'a surpris moi-même et je dirais que c'est un signe encourageant. Au début de ce procès, j'ai rapidement observé les féministes faire bloc derrière Amber Heard. Mais au fur et à mesure que le vrai visage d'Amber Heard s'est révélé au monde, j'ai l'impression que les femmes ont progressivement arrêté de la soutenir. Les féministes voudraient croire qu'il y a une unité clanique féminine en tout temps et en tout lieu. Et ce procès nous révèle que c'est faux, ce qui est en réalité une bonne nouvelle. Vous aurez toujours des individus qui chercheront à se revendiquer de grandes causes nobles pour servir leurs intérêts. Lorsque vous laissez ces individus se saisir d'une cause noble, il s'opère un processus dit de ponérologie, c'est-à-dire une dégradation de la cause et une subversion du discours par des esprits souvent malsains. Le féminisme contemporain est, à mon humble avis, en plein processus ponérologique. Des hystériques, des frustrés, des revanchardes et même des mythomanes ou des affabulatrices ont pris la tête du mouvement et le subvertissent. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu d'exclusion de ces personnalités malsaines. Pour l'instant, la féministe moyenne ne fait pas le tri dans les féministes officielles. Or, quelque part, c'est ce qui vient de se produire pour Amber Heard. Amber Heard n'a pas obtenu le soutien féminin auquel elle s'attendait. La ménagère qui a suivi l'affaire de loin a compris qu'une mégère essayait de détourner le féminisme pour justifier ses mensonges et elle n'a pas apprécié. Il est possible que le charisme de Depp y soit pour quelque chose aussi, mais en pratique, la sororité n'a pas eu lieu. Et il ne suffit pas d'entonner la chansonnette féministe pour obtenir instantanément le soutien de 50% de la population mondiale. En conclusion, ce procès, même s'il a eu lieu à l'étranger, a passionné partout dans le monde. C'est un renversement majeur d'une tendance de fond des dernières années, celle du procès sur Twitter sans droit pour la défense et sans présomption d'innocence. Les détails sordides du couple Depp et Heard en auront peut-être surpris certains, mais ce qui doit être retenu, c'est surtout le retour de la charge de la preuve. On a pu accuser sans rendre de compte et être cru sans preuve. C'était à la fois une chance pour les victimes les plus apeurées et une faille béante pour toutes les mythomanes et tous les comportements prédateurs. La faille est en train de se refermer et c'est une bonne chose. Juste avant que vous ne quittiez la vidéo, je me permets de faire une petite annonce. Je suis en train de créer avec la youtubeuse et créatrice Amélie Menu un nouveau podcast dans un format un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude sur cette chaîne. Je pense que ça en intéressera beaucoup d'entre vous parce que ça va essayer de faire dialoguer le côté féministe avec le côté anti-féministe, notamment sur la situation du rapport homme-femme en France aujourd'hui. Je vous en dirai un petit peu plus très prochainement sur ce projet et sur son contenu. On va faire une page Ulule pour pouvoir financer les quelques frais associés à l'enregistrement des podcasts et à la gestion du son, ces choses-là. Donc vous en saurez plus d'ici environ une semaine et en tout cas vous pouvez en attendant aller voir la page de Amélie Menu sur YouTube. Je vous mets un lien en description. Merci à vous et à bientôt.